Donc l'étude prospective Garonne 2050 a été menée par l'Agence de l'eau, mais avec un consortium de bureaux d'études. Donc nous aussi, on a fait appel à un extérieur. C'était issu d'une commande du comité de bassin qui date de 2008. Voilà, parfait, merci. Donc une délibération du comité de bassin de 2008 qui nous disait, parce qu'on est dans un bassin où en effet nous, plus que la pollution diffuse, c'est la gestion quantitative de l'eau qui pose problème, et on avait des problèmes pour sécuriser les étiages des rivières. Il faut savoir qu'en Adour-Garonne, en fait, on a des étiages, des périodes de basse eau très, très critiques déjà aujourd'hui. Et alors que ce sont à ces moments-là où il y a le plus de prélèvements agricoles pour l'irrigation. Donc c'est vraiment un déséquilibre entre besoins et ressources. Et l'idée était de faire une étude pour voir comment on pouvait sécuriser ces questions d'équilibre entre besoins et ressources. Et puis associé à ça, dans le SDAGE 2010-2015, il y avait deux dispositions qui étaient comprendre les enjeux et les impacts du changement climatique et proposer du coup une stratégie d'adaptation, puisqu'on est déjà dans un bassin dit en déficit. Donc a priori avec du changement climatique, le message, le signal aurait été davantage perturbé par rapport à la gestion quantitative de l'eau. Voilà l'origine. Alors, le changement climatique, en effet, c'est le facteur d'influence majeur quand on essaye de se projeter en 2050. Et c'est un facteur qui est déjà en cours sur le bassin. Et on a plus de climato-sceptiques sur le bassin Adour-Garonne parce que ça se voit tous les étés, ça se voit tous les automnes. On a fait une étude sur les données, les 50 ans de données Météo France. Et le bassin, en termes de température, vous avez les graphes des sous-bassins, Garonne, Charente, Dordogne, Lot, Adour. La température de l'air a augmenté de façon significative depuis les dernières 50 années. Et on nous prévoit à l'échéance 2050, donc là aussi ce sont des travaux faits par Météo France, une augmentation de température comprise annuelle comprise entre 1,5 et 2,8 degrés. Alors pour dire, ça fait le climat de Toulouse en 2050, ça ressemblerait à quelque chose entre Madrid, Séville, Valence, ou autre chose qui parle pas mal chez nous aux acteurs du territoire, le climat de Londres en 2050, c'est Bordeaux aujourd'hui. Donc les territoires bordelais ont sans doute quelques soucis à se faire sur la notion de terroir et de protection de leur vignoble. Ce changement climatique a des conséquences énormes sur l'hydrologie et notamment donc, des baisses prévisibles de débit allant de moins 20 à moins 40% sur l'année et des pics à moins 50 l'étiage. Donc des étiages qui viendraient plus précoces, plus sévères et plus longs dans le temps jusqu'à l'automne. Et a priori, c'est la zone de France où on aura le plus de conséquences sur le changement climatique. Vous avez une carte là du sud de la France. On va sans doute, comme en climat méditerranéen aujourd'hui, connaître dans le futur des assecs. Et en montagne, on va passer de ce qu'on appelle un régime nival à un régime pluvial, c'est-à-dire pas de stock de neige, mais directement plus de débit dans les rivières l'hiver. Et du coup, comme il n'y a pas de stock de neige, il n'y aura pas non plus de soutien naturel d'étiage en mai et juin quand la neige fond. Et du coup, donc, des conséquences aussi, comme on disait, sur les étiages qui vont commencer plus tôt. Donc il faut le dire avec le sourire, mais quand même le contexte nous paraît quand même assez compliqué. Alors on s'est engagé dans une étude prospective. Alors nous, c'est le grand bassin de la Garonne, plus de 65 000 km². Donc qui va des Pyrénées, de Tarn-Aveyron jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Et l'échelle temporelle, 2050. Alors 2050, ça peut paraître éloigné. C'est quand même à partir de cette période-là qu'on a des données assez précises en termes de changement climatique, ce que je vous ai présenté. Et aussi parce que du coup, on voulait absolument réfléchir à des ruptures, à des bifurcations. Et qui, dans le domaine de la planification, s'il s'agit d'investissement ou changer la consommation ou les usages, nécessite quand même un temps de transition assez important. Centré sur l'eau, c'est l'agence de l'eau qui l'engageait. Centré sur l'eau avec plutôt l'entrée gestion quantitative, mais avec l'originalité d'essayer d'être systémique, c'est-à-dire de prendre en compte l'impact du changement climatique, mais aussi et en même temps
l'évolution démographique du bassin, l'évolution possible de l'agriculture, l'évolution de l'énergie, enfin du contexte économique, avec notamment chez nous deux filières importantes, hein, l'énergie et le tourisme. Parce qu'en fait, voilà, c'est pas le territoire d'aujourd'hui avec du changement climatique, c'est tout continue à évoluer, quoi. Et une approche aussi assez originale en termes de méthode qui a combiné de la participation d'acteurs, des ateliers participatifs et de la modélisation hydrologique, on va dire là plus du dire d'expert ou même de la méthode d'expert. Donc là, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, hein, les déséquilibres qui existent déjà aujourd'hui avec le changement climatique vont sans doute s'aggraver, surtout si on continue à avoir des usages intensifs comme on les a à l'heure actuelle. Donc la demande en eau potable, l'occupation des sols, donc la part de l'irrigation, mais pas seulement, hein, l'aléa de l'élevage s'il n'y a pas d'eau, la forêt, la demande et l'offre touristique. Alors là aussi, la zone littorale, forte pression, la montagne avec la transition sur des activités sans neige, et des conflits d'usage sur les zones de plaine entre l'irrigation, on va dire, et les loisirs nautiques l'été. Et puis le secteur énergétique, que ce soit l'hydroélectricité ou le nucléaire, puisqu'on a 2 centrales nucléaires sur ce territoire. Alors comment on a fait en termes de méthode ? On a commencé par, nous aussi, de la rétrospective, du diagnostic de l'état des lieux sur les secteurs clés, on va dire, hein, donc l'agriculture, l'économie, le milieu et la ville. Et dans ces cas-là, on est passé de ces tendances passées avec certaines variables aussi, à des futurs mais sectoriels. Quel pourrait être l'avenir de la ville, quel pourrait être l'avenir de l'agriculture, quel pourrait être l'avenir de l'économie du bassin. Et puis dans un second temps, on a associé, on a fait un peu ces combinaisons de micro-scénarios vers des macro-scénarios, c'est-à-dire un type d'agriculture, plus un type d'économie, plus un type d'écosystème, plus un type de développement dans les villes, ça donne un scénario au total d'évolution du bassin. Et on n'a au final pas trouvé 4 scénarios, mais 5 scénarios. Alors je vais vite décrire. Un tendanciel, ça c'est le plus facile. Alors ce qui était assez intéressant, c'est que les groupes d'acteurs, ils ont été divisés par 2. Ils en ont chacun créé 6-8. Et au final, ils se ressemblaient tellement qu'on a été... c'était facile en termes de consensus de retrouver 5 avec des termes quasiment identiques. C'est-à-dire que, ce que je disais, les chemins là, à faire, au bout d'un moment, ils sont simples et logiques pour les acteurs. Voilà. Donc finalement, on avait 40 acteurs, mais on en aurait eu 100. Je pense qu'on n'aurait pas eu tant que ça de différence en termes de résultats. Donc le tendanciel, facile. Si on ne change rien drastiquement dans la politique de l'eau, dans les politiques d'aménagement du territoire, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis des caricatures qu'on a dessinées et écrites en termes littéraires. Un scénario stockage, donc qui, comme son nom l'indique, on garde l'eau et on l'utilise. Un scénario sobriété, un peu l'inverse, on fait surtout plier les besoins. Un scénario local, on consomme l'eau là où il y en a, et là où il n'y en a pas, tant pis pour eux. Donc là, c'était notamment Bordeaux qui, à l'aval de la Garonne, se trouvait sans débit, donc a dû imaginer du dessalement d'eau de mer. Et un scénario libéral, ultra-libéral, où là, les acteurs ont dit l'eau devient un bien marchand, comme un autre. Donc ceux qui peuvent se le payer, se le payent. Comme on est dans un système ultra-libéral, il n'y a plus de politique publique de l'environnement. Et dans ce scénario, on a laissé faire les acteurs. Ils nous ont dit la DCE est abandonnée, l'agence ferme. Vous voyez qu'on a été très ouvert en termes de prospective. Finalement, donc, ces 5 scénarios de vraies caricatures ont été surtout très utiles pour le débat. Mais évidemment, personne ne voulait celui-là, personne ne trouvait acceptable celui-là. Et il a fallu un peu... resserrer, on va dire, vers les questions qui fâchent ou vers les questions qui sont vraiment en suspens et accepter de tordre un peu de stockage, un peu de sobriété, un peu de local, mais avec quand même de la solidarité. Enfin, et on est arrivé finalement à fixer les choses qui étaient assez consensuelles, donc l'évolution d'une ville, l'évolution, etc. Et on a gardé pour la fin les 2 questions qui sont les plus cruciales chez nous,
quel débit minimum on souhaite dans les rivières et quel volume on accepte d'attribuer à l'agriculture. Donc quel débit minimum on souhaite dans les rivières, c'était en gros, on s'est posé la question que voulons-nous pour l'avenir sur notre territoire et que sommes-nous en capacité de faire? Parce que c'est un peu les deux. Hein. Parce que sinon, que voulons-nous? C'est en 2050, tout comme aujourd'hui, du confort, tout va bien. Et donc, que voulons-nous et que sommes-nous en capacité de faire? Alors sur le débit minimum, donc chez nous, on a dit on soutient les étiages, on réalimente la rivière pour que à l'aval, il y ait toujours de l'eau l'été. Et on s'est dit, le débit minimum d'aujourd'hui, c'est-à-dire le débit minimum qu'on estime minimum aujourd'hui pour les poissons d'aujourd'hui et pour les usages à l'aval, alors qu'on sera dans une hydrologie en 2050. Ou alors, l'évolution naturelle des débits, c'est plutôt du moins 20, moins 40, voire moins 50%. On accepte, on laisse faire. Ou alors un niveau intermédiaire. Et de la même façon pour l'agriculture, on a dit le volume prélevable d'aujourd'hui, alors là je dois dire de 2021, hein, c'est toujours pas aujourd'hui, il y a toujours des petites exceptions agricoles dans notre bassin. C'est-à-dire qu'ils sont autorisés à... Ils ont un volume dérogatoire tous les ans supérieur au volume prélevable qui est prévu en 2021. Donc admettons qu'en 2021 ils aient un volume, on est donc à plus ou moins ce volume, plus ou moins 20%, moins 20% pour faire plaisir au plan d'adaptation national qui parlait de faire 20% d'économie, et plus 20% pour essayer de faire aussi intégrer dans la problématique des gens que la végétation aura besoin de plus d'eau du fait de l'évapotranspiration qui sera en augmentation. Donc on a fait plein de scénarios et à l'arrivée on en a retenu 3. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails des chiffres, mais c'était aussi l'intérêt de la modélisation, c'était de donner des ordres de grandeur en plus des petites histoires. C'est-à-dire, est-ce que c'est plausible? Ouais, mais on va vous donner un indicateur quantitatif pour voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on laisse faire la nature et qu'on accepte en gros des débits diminués par 2 l'été, il nous manque sur le bassin, donc là c'est un déficit, c'est-à-dire un déséquilibre entre besoins et ressources. Il nous manquerait sur le bassin en 2050 entre 25 et 160 millions de mètres cubes. Là aussi, on a évité de montrer qu'un chiffre, 75, puisqu'il y a quand même les incertitudes. Alors là, pour le coup, nous, on ne veut pas les réduire. On veut absolument les conserver en montrant justement que le changement climatique, ça va apporter de la variabilité. Et si on voulait compenser totalement, c'est-à-dire si on voulait les débits d'aujourd'hui en 2050, eh bien, il faudrait juste 10 fois plus, donc 760 millions de mètres cubes de déséquilibre. Voilà. Alors avec ces chiffres et ces petites histoires, on a parlé, on a présenté au comité de bassin ces résultats en 2013, et puis 2014 et 2015, et puis j'allais dire un peu 2016, et puis début 2017, on continue d'en parler. Et à mon grand avantage, on va dire, c'est surtout au niveau national et international que je présente cette étude, et finalement assez peu sur le bassin, ou pas assez à mon goût sur le bassin pour qu'il y ait des décisions courageuses qui soient prises à partir de cette étude. Mais on n'est pas toujours prophète dans son pays. Mais ça vient. Alors parce que, quel que soit le scénario, finalement, il y a eu c'est la conclusion, hein, il y a eu quelques pistes fortes de réflexion qu'il va falloir qu'on mène. Évidemment, économiser l'eau, mais vu les volumes en jeu, ça ne sera sans doute pas la solution unique. Absolument aussi mettre l'accent sur la résilience des écosystèmes en limitant à l'amont les pollutions et en favorisant la restauration des milieux, parce qu'il va falloir faire avec la nature et la préserver le plus possible pour qu'elle rende des services alors que le contexte climatique sera moins favorable. Avoir recours aux ressources non conventionnelles, alors là c'est une grande question, les eaux pluviales, les eaux usées traitées, la recharge de nappes, le dessalement. On rentre dans la technologie, j'insiste sur le fait qu'on ne crée pas de ressources, mais on utilise une deuxième fois la même ressource. Il faut savoir quand même que les débits des stations d'épuration en été sont une grande partie les rejets des stations d'épuration en été sont une grande partie des débits de nos rivières. Donc ça veut dire que si on réutilise l'eau, ça veut dire qu'on accepte des assecs. Voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut avoir. Une grande conclusion de l'étude, c'était quand même qu'il va falloir raisonner eau et énergie davantage ensemble. On est bien sûr eau et agriculture, on avait l'habitude de le faire, mais eau et énergie davantage ensemble
Alors nous, on s'est dit, ça tombe bien, c'est dans le même ministère. Eh bien, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Il y a des interdépendances, mais il y a aussi des choix stratégiques qui ne sont pas forcément au bénéfice de l'eau, j'allais dire. Gérer collectivement la ressource, nous, on a réalerté les élus là-dessus sur attention à l'appropriation d'un bien collectif, d'un bien commun. Recouvrer les coûts, ça veut dire en gros, ça risque de coûter plus cher. Il va falloir quand même faire payer ceux qui en tirent un bénéfice. Et donc on voudrait utiliser le mot bénéficiaire plutôt qu'usager, parce que celui qui tire bénéfice aussi d'une nature et qui n'est pas préleveur ou même pas loisir nautique, c'est aussi un bénéficiaire. Donc voilà. Pour dire que cette étude, en fait, même si on a l'impression qu'on a dépensé beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de choses par rapport à d'autres agences de l'eau, et notamment Loire-Bretagne, nous, on a réussi, avec cet effet de sensibilisation, à climatiser, entre guillemets, notre SDAGE, puisque le SDAGE 2016-2021 a au moins une vingtaine de dispositions très orientées changement climatique. Il est le seul en France à avoir fait ce cap, mais ça reste des mesures dites sans regret. Il y aura bien un jour, il va falloir faire des mesures avec regret. Il y aura des perdants dans l'histoire parce qu'on ne pourra pas tout faire comme avant. Et donc, on s'engage aussi, et là, comme toutes les agences de France, à établir un plan d'adaptation au changement climatique. Mais là, ce ne sera pas un document réglementaire tous les 6 ans, mais plutôt un cadre plus stratégique avec une vision de long terme. Voilà.